Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Passez au chaleur. Venez là un peu. Passez au chaleur. Voici la guerre du chaleur. Vous savez comment vous allez à la bonne heure, Robin. Nous sommes en guerre. Ah, la guerre continue, la guerre continue, la guerre continue. Et là, nous allons aller, il y a une guerre aussi, à sa manière, chez les agriculteurs. Et on a vu un peu partout en France des panneaux retournés, tête à l'envers, parce qu'on marche sur la tête selon un certain nombre d'agriculteurs. On va en parler parce que les agriculteurs, effectivement, ceux qui alimentent la France, ceux qui font que la France a été depuis des siècles ce qu'elle est, eh ben, ils en peuvent plus. Pourquoi ? On va le savoir tout de suite. Et puis, évidemment, nous allons parler de ce qui se passe en Israël et des otages. Cette espèce de négociation autour des otages, qui, quelquefois, prend évidemment des côtés terribles, glauques, misérables, et puis de l'autre fois, évidemment, la joie de parents qui retrouvent leurs enfants, leur mère, leur grand-mère, et puis aussi la douleur de tous, que ce soit du côté Gaza ou du côté israélien, qui perdent la vie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? On va en parler avec Jonathan Serrero. Et puis, douleur, crise et chuchotement, complainte. Deux personnalités quittent X, quittent Twitter, Anne Hidalgo et Karine Lacombe. Bruit dans les familles, coup de tonnerre. Elon Musk ne s'en remet pas, il ne dort plus la nuit, enfin on va en parler. Et puis on va recevoir Ariane Bilran. Ariane Bilran, qui est philosophe, et on va la recevoir, elle est en Colombie. On va parler avec elle d'un livre majeur, d'un livre passionnant sur la psychopathologie du totalitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le totalitaire ? Non, ce n'est pas seulement Hitler, Staline, Pol Pot, Mussolini et autres. Non, c'est autre chose aujourd'hui. C'est plus subtil, mais c'est tout aussi préoccupant et dangereux. Tout cela, accrochez vos ceintures, attachez-les bien, on y va. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. On marche sur la tête, Qui dit ça ? Beaucoup de gens. Mais spécifiquement, les agriculteurs. Des agriculteurs qui ont manifesté il y a quelques jours à Albi et qui manifestent dans toute la France et qui surtout retournent tous les panneaux, ou en tout cas la plupart des panneaux des villages et des villes. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Tant Yves Montand pouvait chanter, effectivement il fait bon chez vous Maître Pierre, et ça sent bon le grain, mais aujourd'hui... Je ne sais pas ce qui sent bon, je ne sais pas ce qui sent mauvais, mais il y a quelque chose qui se passe, effectivement, quand les panneaux à l'entrée de plusieurs communes sont retournés, effectivement. Pourquoi ? Ce n'est pas une opération de magie. C'est une action menée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs, et c'est né dans le Tarn. Ils ont lancé une action inédite, on marche sur la tête. Bonjour Christopher Régis. Bonjour. Vous êtes agriculteur céréalier, vous êtes semencier, vous êtes président des jeunes agriculteurs du Tarn. Oui, tout à fait. Alors, on marche sur la tête. Pourquoi ? Je voudrais que vous nous expliquiez. Vous savez, dans cette émission, on a déjà depuis des années reçu beaucoup d'agriculteurs, et effectivement, il y a ce scandale de ces fins de mois qui sont absolument éthiques avec tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vous êtes touché de plein fouet par l'augmentation des charges, et les prix de vente n'augmentent pas. Je voudrais que vous nous disiez, qu'est-ce qui se passe ? L'état des lieux, c'est quoi ? Alors,
déjà, on a commencé par vouloir faire une action un peu pour que l'on parle de nous, sans nous dire que, encore une fois, on sortait avec du fumier ou on mettait des choses partout, dans les villes ou autres. Donc voilà, l'idée a été de retourner par nous pour qu'on parle de nous. Clairement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un mal-être agricole qui est énorme, qui ne cesse de grandir depuis, on va dire, des années. Oui. Et là, on en arrive à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on nous demande tout et son contraire, et on nous augmente tellement tout ce qui est les charges, tout ce qui est la paperasse, tout ce qui est également attaché avec les exploitations, qui est le GNR. Puisque sans GNR, on ne peut pas faire fonctionner notre matériel agricole. GNR, précisez juste pour nos auditeurs, GNR. Gasoil non routier. D'accord, le gasoil non routier, d'accord. Voilà, le gasoil non routier qui doit être donc taxé. Donc, en fait, bien évidemment, on va reprendre des taxes dessus, alors qu'il était détaxé. Voilà. Donc, du coup, ça se servirait à force à rien d'avoir ce gasoil, parce qu'on arriverait à un prix qui serait comme du gasoil blanc, quoi. C'est-à-dire, en fait, augmentation des taxes et pas d'augmentation de vos prix à vous, de vos prix de. Ah, mais non. Voilà. Non, ça c'est sûr, on vend toujours le litre du lait toujours au même prix qu'il y a des années. Les céréales ne bougent pas. On a connu une histoire avec la guerre en Ukraine, où on a eu nos prix qui se sont envolés. Mais maintenant tout est retombé. Mais il faut pas oublier qu'avec l'augmentation que l'on a eu de nos produits à cause de la guerre en Ukraine, on a eu nos charges qui ont explosé. On a vu nos prix d'engrais qui ont doublé, voire triplé. À l'achat, voilà, on a eu des choses qui se sont passées et qui ont bouleversé et touché nos agriculteurs. Et là, on en arrive à un point où le mal-être est tellement fort que comment voulez-vous que d'ici 5 ans, on arrive à pouvoir installer plus de jeunes que des départs à la retraite qui vont être importants, puisqu'on va perdre énormément d'actifs qui arrivent à la retraite. On a des jeunes qui aimeraient s'installer, mais quand ils voient le désarroi, quand ils voient comment on pourrait ou comment ils veulent avoir sur du long terme une exploitation, ils se disent que c'est pas possible. On a tellement de charges une charge qui ne cesse d'exploser. Non, là, on peut pas installer des jeunes sur du long terme. Car vous savez, le métier d'agriculteur, c'est un métier de passion, un métier d'amour. Bien sûr. On a ça dans le sang. On a envie de produire, on a envie de nourrir et de faire donc et d'assurer cette souveraineté alimentaire pour nos Français. On ne cesse de dire qu'il faut manger français. On ne cesse de dire qu'il faut manger des produits sur de la saisonnalité. On ne fait que le dire. Je pourrais vous parler de plein de choses, mais il y en a tellement de choses. Non, mais est-ce que vous pouvez... Non, mais c'est très important, Christopher, que vous disiez, parce que la France a toujours été un pays agricole. Quand je pense qu'on pouvait nourrir toute la population et qu'aujourd'hui on importe 50% des produits alimentaires, c'est quand même un scandale. Je veux dire, normalement, on devrait, nous Français, avec ce qu'est ce pays, manger avec tout ce que la France peut produire, quoi. Oui, on pourrait être autosuffisant, c'est le mot, on pourrait dire qu'on pourrait s'autosuffire. Bon, après, bien évidemment, on fait rentrer des produits, on en importe aussi. Ça, il faut, autant de la semence que autre. Mais ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que il faut vraiment que l'État comprenne qu'il y a un problème, et ça fait longtemps qu'on le dit, mais là maintenant on est pratiquement au pied du mur, on n'a pas le choix, il faut que l'État se dise, maintenant il faut un plan pour notre agriculture, et vite. Et il n'y a rien eu de fait là récemment. Je veux dire, il n'y a pas eu une prise en question, une prise de conscience un peu de la globalité de la chose, parce que juste, Christopher Régis, je voudrais comprendre. Aujourd'hui, un agriculteur, quand vous dites on n'en peut plus, on arrive vraiment au pied du mur, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vivre de votre travail, de votre métier. Oui, ou presque, c'est ça? Alors c'est sûr que tout le monde nous dit souvent, vous avez des beaux tracteurs, vous arrivez dans les villes quand on manifeste avec nos beaux tracteurs. Oui, mais nos tracteurs, il faut savoir que un tracteur, ça vaut plus de 150 000 euros, que ces tracteurs-là, on les achète, on fait des crédits qui sont sur 5, 7, voire 10 ans, que à la fin du mois ou à la fin de l'année, souvent on a très peu de revenus que l'on peut prendre par mois. On a des agriculteurs qui tournent entre 500 et 700 euros par mois.
Les agriculteurs qui arrivent à 1000 ou voire plus, ce sont des agriculteurs qui ont des très grosses infrastructures, mais ils ont un travail colossal. Attendez, oui, Christopher Régis, ce que vous me dites, quelle est la proportion? Parce que 500 à 700 euros par mois, c'est quoi, une proportion importante d'agriculteurs à 700 euros par mois? Honnêtement, je n'aurais pas les chiffres. Ouais. Mais parce que nous, mais déjà, même si c'est 800 ou 1000 euros, qu'est-ce que c'est 800 ou 1000 euros? Enfin, c'est pas. C'est rien. C'est ça. C'est rien du tout. Ouais. C'est rien du tout. Et c'est tout ça qu'on a essayé de lancer dans notre action, c'est faire comprendre que l'on marche sur la tête sur le fait que voilà, quand on a un agriculteur qui soit marié ou autre, mais ou célibataire, qu'est-ce que vous voulez faire avec 700 euros par mois? Ben oui, non mais c'est... Rien du tout. Et comment les gens réagissent depuis que vous avez lancé, vous avez manifesté à Albi il y a quelques jours, vous avez lancé votre campagne, comment les gens autour de vous réagissent, enfin vos... Alors, on est très surpris de voir que ça a plu aux gens, parce qu'il faut vraiment le dire, que ce soit même les mairies, tout ça nous ont soutenus. Alors c'est sûr qu'au début, on n'a pas annoncé de suite, donc les gens ont commencé à dire qu'est-ce que c'est cette histoire de panneau. Ouais. Mais de suite, quand on a annoncé derrière notre revendication, entre guillemets, si je peux parler de ce mois, ça s'est vraiment très très bien passé. On a des mairies qui ont de suite dit on ne retouche pas les panneaux, on les laisse à l'envers. Ah oui, les mairies ont accepté que les panneaux restent à l'envers. Ouais. Bon, c'est bien. Ah, ouais. Voilà, sur le département, on a dû retourner plus de 350 panneaux. D'accord. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui a été très très suivi par les jeunes agriculteurs et la FDSEA. On s'est vraiment lancé dans quelque chose où on a dit qu'il fallait que ce soit repris. Ça a été repris nationalement, donc là bien sûr on est très heureux. Mais le travail fait que commencer. Il faut vraiment que l'État, moi je le dis, je l'ai dit à vos confrères sur d'autres radios, on se demande où est passé notre ministre de l'Agriculture. Honnêtement, il ne réagit pas, on n'a pas eu de retour. On n'a vu aucun retour depuis cette campagne de la part du ministère de l'Agriculture. À ma connaissance, non. Alors, je ne sais pas s'il a fait des annonces par rapport à la grosse manif qu'il y a eu à Narbonne sur la viticulture, parce qu'il faut savoir que la viticulture souffre peut-être encore plus que nous, agriculteurs céréaliers ou éleveurs autres, mais on est tous dans le même panier. La viticulture, c'est dramatique. Oui, j'ai vu un reportage effectivement sur France Info où les viticulteurs parlaient et ils disaient que c'est absolument dramatique et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a eu le mildiou, etc., etc. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Mais dites-moi, en fait, avant vous faisiez, et ce n'est pas nouveau, effectivement, vous alliez les agriculteurs allaient avec leurs trackers mettre un certain nombre d'engrais, etc., devant les mairies. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça, au fond, les gens disent oui, on va faire, mais qu'il y a une espèce d'indifférence et est-ce qu'il faut aller plus loin parce qu'on a l'impression que ces problèmes, ça existe depuis des années, pas on a l'impression, on sait que ces problèmes existent depuis des années et qu'apparemment, même s'il y a soit des manifestations, soit quelque chose, on dit oui, c'est terrible, c'est pas bien, c'est scandaleux et puis pratiquement, je ne sais pas, est-ce que ça bouge vraiment Mais ce que l'on veut surtout pas, c'est que du jour au lendemain, on commence plus à parler de nous et que ça s'étoffe et que on passe complètement à l'af, quoi. Est-ce que vous pensez, Christopher Régis, qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, je ne parle pas des gros céréaliers, je ne parle pas des très grosses entreprises, est-ce que c'est un métier en danger de mort ou en danger d'extinction? Franchement. Je sais pas, mais je pense pas quand même, parce que ça serait dramatique si on parle de ça. Ce serait dramatique, bien sûr. Mais il faut réagir vite. Ouais, d'accord. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri, qu'on ait de moins en moins de jeunes qui s'installent dans les années futures et que l'on importe de plus en plus. Alors pour vous, jeunes agriculteurs, quelles seraient les premières mesures? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent de la part de l'État, de la part des collectivités, de la part des communautés de communes de faire en priorité pour vous, pour aider? Il faut un plan national pour l'agriculture et il faut de l'aide financière. Voilà, il faut
il faut le dire comme il faut le dire. Hein. Ouais, ce qui manque dans nos fermes, c'est de l'argent. C'est arriver à faire comprendre que les agriculteurs ne vivent pas assez de leur métier, donc il faut augmenter donc la vente de nos céréales, de nos produits, voilà, clairement. Et il faut arrêter de nous augmenter nos charges. On ne peut plus avoir ces taxes qui augmentent partout. On va avoir une taxe sur la redevance de l'eau qui va augmenter de 60%. Mais sur la redevance de l'eau? Oui, sur la redevance de l'eau d'irrigation, on va prendre 60% d'augmentation dans le sud-ouest. Ouais, c'est assez hallucinant. Juste un mot par rapport à la grande distribution, parce qu'il y a eu depuis des années, on en parle. Est-ce qu'il y a un rééquilibrage à faire par rapport à la grande distribution pour vous ou pas? La chose que l'on sait, c'est que les prix ont tellement augmenté dans les grandes surfaces que voilà. Alors bien sûr, tout le monde dit chaque fois le produit est bien acheté à l'agriculteur, mais ça personne ne le sait, personne ne le voit. Parce qu'ils savent pas à quel prix nous on nous achète notre matière. Donc oui, il y a encore du travail à faire dans les grandes surfaces, ça c'est sûr. On y va régulièrement nous pour regarder la provenance, pour regarder ce qui est vendu et les prix, tout ça. Et vous en concluez quoi quand vous regardez, quand vous voyez ça? Vous en concluez quoi? Que pour nous, tout ce qui est vendu en grande surface, c'est bien trop cher par rapport à ce que c'est acheté à nous. Alors dites-moi, est-ce que ce ne serait pas une autre opération? Vous avez retourné les panneaux, c'est très bien, mais je me pose la question, c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opération transparence à faire au niveau national, au niveau des prix que vous, agriculteurs, vous vendez aux grandes surfaces, par exemple, aux intermédiaires? Parce que justement, vous dites le public ne sait pas, mais on aimerait savoir. On aimerait savoir combien les agriculteurs, à quel prix vendent leurs produits, que ce soit dans le vin ou les céréales ou ailleurs. Oui, pourquoi pas, oui, peut-être il faudrait que l'on fasse une action de ce genre où on explique, alors expliquer comment c'est être devant les supermarchés, expliquer aux gens, les prix qui ont été faits avant qu'on les retrouve en supermarché. Hein. Je vous assure que déjà sur Internet, même sans aller devant les supermarchés, vous mettez ça, vous postez ça sur Internet, et voilà la vérité sur les prix, voilà la vérité sur nos prix de vente. Je vous assure que ça ferait déjà un certain retentissement. Oui, je sais. Oui, vous avez raison. En tout cas, merci Christopher Régis, et on suivra évidemment votre lutte. Merci Christopher Régis, je rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs du Tarn. André, vous parlez de la détresse des agriculteurs, je vous donne un chiffre. La sécurité des agriculteurs, la MSA, en 2019 a sorti ce chiffre, 2 suicides par jour des agriculteurs. Ça fait plus de 605 personnes par an. On va se retrouver dans un... Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gaza, Israël, les otages. Des otages de 3 mois, des otages de 6 mois, des otages de 85 ans. Les otages. Les prisonniers palestiniens, et les échanges, les négociations. Où en est-on aujourd'hui? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Char, oui, pas besoin de pêcher. Les otages, la guerre, libérés, oui, il y a eu des libérations déjà. Et heureusement, depuis 4 jours, donc hier soir, 3 jeunes franco-israéliens ont fait partie du groupe de 11 otages relâchés hier par le Hamas dans le cadre de l'accord entre le mouvement islamiste palestinien et Israël, le tout effectivement surveillé, organisé par le Qatar. 50 Israéliens ont été libérés depuis le début de la trêve, 150 détenus palestiniens ont été libérés en échange, dont 33 dans la nuit, voilà, d'après l'autorité palestinienne, d'après l'autorité pénitentiaire israélienne, pardon. Alors trêve, elle va continuer, elle ne continue pas. Et puis, il y a eu une déclaration du Premier ministre qatari, qui encore une fois est le médiateur dans cette Cheikh Mohammed bin Jassim El Thani, a dit ceci.
au Financial Times, le Hamas, pour permettre la prolongation de la trêve, a besoin de localiser des dizaines d'otages qui sont à ce jour détenus par des civils palestiniens et des factions. Voilà, on croyait que la totalité des otages étaient dans les mains du Hamas. Eh bien, pas du tout. Il y a effectivement un certain nombre d'otages qui ont été, entre guillemets, dispatchés. Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jonathan, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes évidemment au Moyen-Orient et vous connaissez très très bien le Moyen-Orient, vous y êtes maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'otages? Enfin, je veux dire, on avait l'impression effectivement que le Hamas avait détenait effectivement la totalité, et puis on parle d'otages détenus par des particuliers, par le FPLP, le Front de Libération de la Palestine, et c'est quoi donc ça? Est-ce que ça devient plus difficile de manœuvrer ou pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que tout cela est un petit jeu du Hamas, même un mauvais jeu du Hamas. Ouais. Le Hamas sait très bien, je pense, où sont l'ensemble des otages, puisque c'est le Hamas qui a mené le 7 octobre l'attaque, le massacre contre les localités israéliennes qui se trouvent dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Hamas et le djihad islamique, ils savaient où envoyer les otages, puisqu'on a retrouvé trace aussi de la présence d'otages à l'hôpital Shifa. On a retrouvé aussi, et selon les témoignages, les otages se trouvaient aussi dans le nord de la bande de Gaza, dans la ville de Gaza. Et on sait aussi, selon certains témoignages, que ces otages se trouveraient aussi dans le sud de la bande de Gaza, dans la localité de Khan Younes, la ville natale de Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Donc tout cela est un petit jeu du Hamas, et je pense que ce petit jeu devrait quelque peu s'arrêter, et Tsahal devrait reprendre son opération militaire contre le Hamas pour accentuer cette pression. Et pour faire libérer plus d'otages. Alors Jonathan Serrero, est-ce que effectivement, donc ce que vous semblez, ce que vous dites, alors il va évidemment à vérifier, mais est-ce que le Hamas fait tout cela à dispatcher, à éparpiller les otages? Vous dites qu'ils savent très bien où ils sont, pour prolonger le cessez-le-feu, pour prolonger la trêve. C'est un peu ça? Je pense que c'est aujourd'hui, André, la stratégie du Hamas de gagner du temps, de ralentir Tsahal dans sa progression dans la bande de Gaza, et justement de réfléchir au prochain coup, à la prochaine stratégie, comment faire face aux militaires israéliens qui sont mobilisés dans la bande de Gaza. Et cette carte que le Hamas détient dans sa main, cette carte importante des otages, lui sert justement à faire traîner les choses et à faire traîner les manœuvres militaires de Tsahal. Alors Jonathan Serrero, à votre avis, enfin évidemment on ne peut que spéculer là-dessus, est-ce que au fond Israël, dont la politique a toujours été de récupérer à tout prix ces otages, les otages qui ont été ravis par l'adversaire, est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils peuvent continuer la trêve jusqu'à ce que effectivement le dernier otage soit libéré, le dernier otage encore en vie bien sûr, ou effectivement ils vont se dire attendez, il faut recommencer les opérations et augmenter la pression au risque, il faut le dire, au risque de mettre en danger la vie des otages qui sont encore détenus. J'ai pu discuter avec certains experts militaires qui m'ont assuré que maintenir des forces militaires sans mouvement, c'est dangereux pour la vie des soldats, car il peut y avoir des tirs de sniper et les soldats seraient à découvert puisqu'ils seraient empêchés de réagir dans le cadre donc de cet accord de cessez-le-feu, de cet accord de trêve. Non, je pense que Tsahal a déjà réfléchi au prochain coup, à l'avenir des opérations. D'ailleurs, le chef d'état-major de Tsahal, Herzl Halevi, a déjà validé, a donné son feu vert à la suite des opérations. Cette suite des opérations, ce sera de mettre la main notamment sur l'ensemble du nord de la bande de Gaza, notamment le quartier de Soujaïa, mais aussi d'avancer un peu plus au sud de la bande de Gaza vers Rafia et Khan Younes
où là, les combats risquent d'être beaucoup plus intensifs que ceux observés lors des premiers 50 jours de combat. Pourquoi beaucoup plus intensif, Jonathan Serrero? Pourquoi Khan Youssef plus intensif? L'état-major, oui, l'état-major dirigeant du Hamas se trouve du côté de Khan Younes et se trouve du côté de Rafia. Et je pense que certains terroristes ont décidé de quitter le nord de la bande de Gaza, voyant que l'ensemble de la population gazaoui quittait ce nord de la bande de Gaza pour aller se réfugier justement sur cette bande de terre réservée à cette population dans le sud. Et on a vu que cette population civile gazaoui collaborait aussi avec le Hamas. Donc, Tsahal doit se préparer à des combats beaucoup plus intenses, je pense, dans cette région de la bande de Gaza. D'accord, oui, tout ça n'est pas fini, évidemment. On va suivre tout ça, évidemment. Tout ça est dramatique. On le sait, et en tout cas, on va le suivre. Bien, merci beaucoup, Jonathan Serrero, pour vos renseignements. Merci Jonathan Serrero d'avoir été avec nous. On va se retrouver. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ce que vous entendez n'est pas Jacques Brel, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk, en français, qui dit à Anne Hidalgo et à Karine Lacombe, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Car dans une tribune au Monde, la maire de Paris a décidé de supprimer son compte Twitter. Voilà, selon elle, le réseau social X, ex-Twitter, propriété d'Elon Musk, est devenu un outil de déstabilisation de la démocratie. Et elle n'y va pas de main morte dans sa tribune au Monde, Anne Hidalgo. Elle dit ceci, c'est quand même extraordinaire, parce que tout ce qui se passe, voilà, c'est l'arme de destruction massive de nos démocraties. Vous voyez, ce n'est plus tel ou tel intégrisme, telle ou telle dictature, ce n'est plus l'Iran, ce n'est plus la Russie, ce n'est plus la Chine, ce n'est plus... Non, c'est X. C'est X. Surtout depuis qu'Elon Musk en a pris effectivement le contrôle. Voilà, ingérence étrangère, polémique, rumeur, manipulation grossière, dicte le débat public, propulsé par l'algorithme. Voilà. Cette plateforme et son propriétaire agissent délibérément pour exacerber les tensions et les conflits. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la liberté est en danger par qui? Eh bien, par X, effectivement par X, évidemment X Elon Musk. Avant, quand il y avait, effectivement, c'était surveillé par le FBI et la CIA, tout allait bien. Voilà, je crois profondément à la démocratie, dit Anne Hidalgo, je crois à la discussion, ne laissons pas les ingénieurs du chaos prendre nos destins en main, ne laissons pas nos démocraties se déliter tous les jours sur nos écrans. En fait, c'est pratiquement Hitler, plus Pol Pot, plus Mussolini, hein, Elon Musk. Voilà, voilà, il faut faire une grève du tweet. Vous vous rappelez les grèves du tweet qu'avaient essayé de lancer nos fake checkers? Là, c'est drôle. Eh bien, là, voilà, je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et qui lui emboîte le pas? Eh bien, personne d'autre que le docteur Karine Lacombe. Effectivement, elle dit comme Anne Hidalgo, je vais partir de X. Merci avec cette tribune de nous pousser à accélérer le mouvement pour rester fidèle à mes convictions, à mes engagements, etc., etc. Eh bien, je vais partir. Et alors, elle ajoute, parce qu'elle a eu quelques contradicteurs, Karine Lacombe, pardon, et elle dit, ah mais si les personnes comme moi partent, vous n'existerez plus, petit compte. Elle parle à un tweetos, car sans nous, vous n'êtes rien, fin grain de poussière dans l'anonymat, des comptes inutiles, oui, éloignez-vous les gueux, voilà. Oui, c'est intéressant, simplement, on parle de démocratie, mais quand on entendait sur BFM TV, RMC Info, en 2020, le confinement est efficace, on l'a vu en mars-avril, aucun doute, 9 novembre 2020, quand on voit la même Karine Lacombe qui disait « Oui, j'ai signé la tribune demandant que les enfants portent un masque à partir de 6 ans à l'école. Oui, je l'ai signé. » La même Karine Lacombe, toujours, le 23 décembre 2020, c'est quasiment sûr que les vaccins qui vont être mis sur le marché seront efficaces sur ce nouveau Mario. C'est quasiment sûr. Et voilà. Et puis attention également les fêtes de Noël. La même Karine Lacombe en décembre 2020, il ne faut pas faire ces réunions
réunions de famille avec les grands-parents qui sont en situation de fragilité. Et vous vous rappelez de cette vidéo que nous avons vue partout. Nous avons vu cette petite fille qui vient embrasser sa grand-mère. Et puis l'image suivante, la grand-mère est intubée. Voilà, ce sont les petits qui empoisonnent les grands-parents. On avait vu ça partout. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons de liberté. Ce sont ces personnes-là, Anne Hidalgo. Vous parlez de transparence, vous parlez de démocratie. Mais oui, bravo Anne Hidalgo. Et puis vous dites, je quitte X, cet égout mondial. Oui, mais alors, Anne Hidalgo, les 10 milliards de déficit de la ville de Paris que nous allons payer, nous les Parisiens, vous en parlez ? Où c'est passé? Où sont passés les 10 milliards? C'est intéressant de le savoir. C'est extraordinaire que ces gens-là qui devraient balayer devant leur porte, ah non, ils s'en prennent à qui? Eh ben, ils s'en prennent, évidemment, quand il y a la fièvre, on s'en prend à qui? Au thermomètre, bien sûr. Car on aime ou on n'aime pas X ou Twitter, où il y a le meilleur et le pire, bien sûr. Mais enfin, ça représente quoi? C'est le miroir qui réfléchit des bonnes choses du monde ou des mauvaises choses du monde, des imbéciles et des intelligents. Mais ça s'appelle la liberté d'expression et il faut des lieux d'expression de la liberté. Évidemment, ce que vous voudriez, c'est qu'on n'entende que vous, qu'on n'entende que le camp du bien, et puis le reste, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Allons, écoutez, revenez sur X, on aimerait vous entendre, parce que vous allez nous manquer, Karine Lacombe, vous allez nous manquer, la Hidalgo, vraiment. Et puis, si vous ne revenez pas, eh ben nous, en tout cas, il y a un certain nombre de millions qui allons rester sur X et sur Twitter, surtout depuis que Elon Musk en a pris la propriété. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, on en reparlera encore longtemps de ce qui s'est passé il y a une semaine dans le petit village de 500 habitants de Crépol. Et puis ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours à Romans-sur-Isère, action, réaction, les conséquences pour la justice et le reste. Est-ce que 2 France s'affrontent, ou même 3? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les faux culs, c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'il y en a, les faux culs? Il y en a beaucoup, hein. C'est les escrocs qui chantent les faux culs, mais c'est pas mal, c'est un échange de bons procédés. Alors, or donc, le porte-parole du gouvernement était à Crépol pour parler aux habitants suite à ce qui s'était passé il y a une semaine. Je rappelle, un mort, des blessés, 17 blessés, avec quelques personnes qui étaient venues comme ça, avec des longs couteaux, la nuit des longs couteaux, et oui, pour régler leur compte à un certain nombre de jeunes qui festoyaient tranquillement dans la salle des fêtes. On sait ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus, mais quand même. Donc Olivier Véran arrive, et avant qu'il ne parle, et pendant qu'il est arrivé, eh ben il a été reçu par la population, hein, à Crépol. C'était pas très enthousiaste. Écoutez. Monsieur Véran, passez au Chalon. On est là, passez au Chalon. C'est la bière du Chalon. Vous avez une réponse de défense. Vous allez à la monnaie à Romain. Ah, s'il faut dire. Vous avez pas. Si, c'est le moment. Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Vous avez pas honte, qu'est-ce que vous voulez faire là? Alors voilà, Olivier Véran a expliqué que oui, c'était pas possible, c'est vrai, on n'acceptait pas, c'est pas une rixe, évidemment, c'est pas un fait divers, c'est un drame. Comme à chaque fois, on vient, on parle, on dit, voilà, je condamne fermement ce qui s'est passé, ça ne se renouvellera pas, et ça se renouvelle, voilà. Mais juste avant qu'il ne parle, et quelqu'un qui, justement, voulait le recevoir, mais évidemment, il ne l'a pas vu. Mais il y avait les journalistes qui étaient là, il y avait un habitant de Crépol. Un habitant de Crépol qui a parlé la voix d'une certaine France, ou d'une France certaine. En tout cas, écoutez ce qu'il a dit. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on entend, nous, à Sud Radio, chez nos auditeurs, beaucoup. Et il a résumé cela. Écoutez.
Honte au ministre qui défend depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère. Oui, parce que ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Ben non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce que ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours... inculquer cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, parce que le principal, ce serait des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien, de toute façon. Ce sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans, et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans, et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. C'est même pas la peine. Voilà à quel taux de résignation ou de révolte, et de révolte-résignation, en sont arrivés un certain nombre de gens, et je crois qu'ils sont très nombreux. Vous voyez, Crédoc, dans la Drôme, Crépol, et puis ailleurs. Et c'est cette justice à 2 vitesses, cette France à 2 vitesses, disent-ils. Alors, c'est quoi la France? C'est le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, c'est le petit village de Crépol, c'est quoi? C'est 2 trains qui foncent à toute allure sur les mêmes voies, et le choc se fait quand? Je ne sais pas, on va pas épiloguer, mais enfin, voilà. Alors on sait simplement par rapport à ce que disait sur la justice, donc il y a eu, comme vous le savez, des manifestations organisées dans les rues de Romans-sur-Isère par des groupuscules que certains appellent patriotes, que d'autres appellent ultra-droite. On se prononcera pas là-dessus. 6 personnes ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme, immédiate, comparution immédiate au tribunal de Valence, des hommes âgés de 18 à 25 ans, 6 à 10 mois de prison ferme pour avoir participé à ce rassemblement à Romans-sur-Isère lié à la mort de Thomas. Très bien, mais alors en même temps, c'est vrai, on va pas dire le nombre de condamnations légères, plus que légères, ultra légères, à des gens qui ont tué, qui ont brûlé, qui ont violé, qui ont assassiné. Je vais juste parler en juin dernier, la Cour d'appel d'Amiens a condamné 3 mineurs et un jeune majeur à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis, je dis bien avec sursis, pour des agressions sexuelles et des violences commises en 2017 à Creil à l'encontre de Shaina. Je rappelle que Shaina avait été violée en Réunion et a été ensuite brûlée vive, Shaina, qui avait effectivement 17 ans. Voilà, eh bien, 6 mois à 2 ans de prison avec sursis. Alors, il y a un problème, vraiment. Tant qu'on n'aura pas réglé cette espèce de poids, de mesure et de géométrie plus que variable, je ne sais pas ce que ça va donner, mais très sincèrement, le face-à-face et le côte-à-côte de Gérard Collomb qu'on cite à satiété, ce n'est même plus un face-à-face, c'est un choc à choc. Espérons qu'on empêchera cela. Mais pour cela, encore faut-il des vertèbres et de la lucidité. Terre-de-France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face exceptionnel. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Ariane Billerand, philosophe, docteur en psychopathologie et surtout auteur de ce nouveau livre, Le psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Ariane Billerand. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. D'abord, bonjour, et je suis très heureux de vous recevoir enfin. C'est vrai que ça faisait quelque temps, et surtout, je voudrais dire que votre livre que j'ai lu et que j'ai lu avec attention, il est très important. Et je ne dis pas ça comme ça, on ne dit pas de tous les livres qui sont importants. Je trouve que vous apportez quelque chose, je vais essayer de le résumer et vous allez me corriger si je me trompe, Ariane Billerand. D'abord, vous apportez quelque chose de très important après les travaux de Hannah Arendt et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais quand on parle de totalitarisme, on parle très souvent et toujours, et à juste titre, d'Hannah Arendt. Et puis, ce que vous avez apporté, je dirais que quand on parle totalitarisme, on parle Hitler, on parle Mussolini, on parle Pol Pot, on parle beaucoup d'autres, on parle évidemment Staline, Goulag, etc., etc. Et puis vous avez dit oui, mais il y a en nous l'intériorisation, la psychologisation, je dirais, de ce totalitarisme. On va essayer d'ailleurs pour nos lecteurs et avec nous, mais je recommande vraiment ce livre parce que ce livre comprend que le totalisme n'est pas seulement un phénomène de masse, n'est pas un phénomène qu'on vous impose, c'est un phénomène qu'on essaye d'intérioriser en vous. Le gouverner par le chaos, le gouverner par la peur, etc., etc. Ariane Billerand, comment pourrait-on aujourd'hui, est-ce que c'est un totalitarisme plus soft, entre guillemets, mais vous corrigerez, ou c'est quelque chose qui est déjà un peu à l'intérieur de beaucoup de gens, de beaucoup d'habitants de ce monde? La question est complexe. Je vais essayer évidemment d'y répondre depuis ma perspective. Alors, il est vrai que souvent j'ai écrit des livres par rapport à une insatisfaction que j'avais sur une notion. Et sur le totalitarisme, il me semblait que le prisme de la psychologie était savamment oublié, voire occulté. Et pour cause, puisque c'est essentiellement des philosophes qui ont parlé du totalitarisme. Oui. Et je suis partie de cette incrédulité qu'a Hannah Arendt face à Eichmann sur ce qu'elle a nommé la banalité du mal. Et finalement, cette banalité du mal, comment elle s'explique sur le plan psychologique. Donc, ce ne sont pas du tout des travaux qui sont nouveaux pour moi, puisque en 2010, je parlais déjà de démocratie totalitaire, donc en soulignant des processus de fond, parce qu'encore une fois, il peut y avoir une impulsion, bien sûr, politique ou de la part du pouvoir, et c'est ce que souligne Vera Charat dans la préface, c'est qu'il y a une intention de totalitarisme mondial, notamment numérique, de prise de contrôle totale sur la vie des gens, qui est une prise de contrôle à la fois sur la vie publique, mais également sur la vie privée et sur la vie intime. Donc ça, c'est vraiment la définition du totalitarisme par rapport à d'autres types de phénomènes politiques qui peuvent être approchants, comme la tyrannie. Alors, ça, c'est une première chose. Il y a donc j'avais nommé ça démocratie totalitaire, et j'avais écrit beaucoup d'ouvrages sur le harcèlement, puisque c'était ma spécialisation. Le harcèlement, c'est la méthode de prise de pouvoir et de maintien au pouvoir du totalitarisme. Donc ça, c'est très important donc de la connaître. Oui. Mais au-delà de la question du harcèlement, le harcèlement ne s'instaure que sur un terrain, il faut une sorte d'écosystème où l'autorité est en perte de vitesse. Là, je fais le lien justement avec l'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'autorité? J'avais aussi créé un livre qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité. Oui. L'autorité, c'est une fonction symbolique, c'est une fonction paternelle, et c'est une fonction effectivement de justice et de droit qui défend et protège l'intégrité des individus. Ça, c'est la bonne autorité, la vraie autorité, ça, la bonne. Voilà, l'autorité, elle n'est pas à confondre avec l'autoritarisme. Bien sûr, et elle bien est sûr. à confondre avec le laxisme. Et donc, quand il y a autoritarisme ou laxisme, en fait, ce sont des terrains fertiles à l'émergence de processus de harcèlement et de ce que j'ai appelé des groupes régressés. C'est-à-dire comment chaque individu, finalement, va se laisser happer dans une sorte de régression psychique que j'explique dans le livre
et qui crée évidemment sa participation en réalité à l'émergence et à l'avènement d'un phénomène totalitaire. Donc ce sont tous ces mécanismes subtils où j'ai essayé d'introduire toutes ces nuances dont nous avons besoin pour penser du point de vue de la psychopathologie, qui est en fait l'explication des processus psychiques individuels et collectifs, comment tout ceci circule et se met en lien, et comment finalement nous, individus, nous nous laissons prendre dans des phénomènes, bien sûr, par exemple d'idéologie, ou de... Alors on va en parler, c'est très complexe effectivement, et puis ça connote, c'est-à-dire ça touche de tous les côtés. Mais je voudrais, si on avait aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il ne s'agit pas, et vous êtes dans la complexité, c'est extrêmement important la complexité là, et de ne pas faire, je dirais, du schématisme ou des caricatures. Mais si on avait à définir le totalitarisme, et vous en parlez je dirais encore une fois dans toutes ces dimensions, et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous dites, on raconte des faits qui n'existent pas et on passe sous silence des faits qui existent. Et on le voit aujourd'hui de la manière la plus incroyable. Vous avez parlé de régression. Mais si on avait à définir, Ariane Bilran, le totalitarisme, comment on pourrait le définir ? Alors, très basiquement, je vais prendre deux définitions chez Hannah Arendt, qui est effectivement celle qui a tracé les très grandes lignes du totalitarisme en tant qu'essence. C'est une structure, c'est une structure politique. Ce n'est pas simplement un pouvoir d'une oligarchie, c'est un pouvoir d'un petit nombre. Mais le totalitarisme, c'est une structure politique qui entraîne l'ensemble de la population. Donc, le projet, c'est la domination totale. C'est pour ça que ça s'appelle totalitarisme. C'est domination totale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Individuel, de l'utérus au cercueil, j'allais dire, ou presque. Absolument. Le contrôle de toute la domination de toute la population, effectivement, de l'utérus au cercueil, on est tout à fait d'accord, et surtout le contrôle de la vie intime des sujets, alors que sur une dictature classique ou une tyrannie, on n'a pas nécessairement le besoin de contrôler la vie intime des sujets. Et Hannah Arendt a cette distinction, c'est que le tyran se calme quand l'opposition est à peu près tranquille, elle peut exister un petit peu du moment qu'elle ne met pas en question son pouvoir. Dans le totalitarisme, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'opposition est neutralisée, la persécution augmente. Et ça, c'est très spécifique au phénomène totalitaire. C'est-à-dire que, au contraire, l'opposition vient un petit peu juguler l'expansion du totalitarisme. Puis, elle dit aussi, c'est la négation la plus absolue de la liberté. Il y a un autre point, c'est-à-dire que dans différents types, on va dire, de régimes politiques, on cherche l'aliénation du sujet humain, c'est-à-dire on cherche à l'aliéner dans des types d'esclavage, dans des types d'instrumentalisation économique, mais dans le totalitarisme, le sujet humain est devenu inutile, il est devenu superflu. C'est-à-dire qu'il y a une tentative d'annihilation, c'est-à-dire on cherche à le supprimer, il n'a plus aucune valeur, même plus économique. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, pardon, dans ce couple, dans ce qui est dans votre livre. Le but n'est plus l'aliénation, mais l'annihilation du sujet humain. Absolument. Donc, la valeur du sujet humain a totalement été éradiquée, en fait. Oui, c'est assez à la fois parlant et puis terrifiant, effectivement, de ce pouvoir, de ce contrôle, de cette domination. On va en parler parce que justement, je voudrais qu'on en parle aussi, Ariane Bilran, à l'aune des narratifs que nous avons vécus, nous. Il y a eu les narratifs, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale et puis de certaines dictatures ensuite du Cambodge ou ailleurs, et la Roumanie notamment et autres avant. Mais là, ce totalitarisme, à l'aune du Covid, à l'aune du climat, à l'aune d'un certain nombre de choses que nous avons vécues récemment, justement comment ça s'articule, et on va en parler tout de suite après cette petite pause. On se retrouve avec Ariane Bilran dans 2 minutes. Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Ariane Billéran, psychopathologie du totalitarisme, chez Guy Trédaniel. Vraiment, ça nous concerne tous, cela, parce que on parle, et vous le dites très bien, Ariane Billéran, on va parler de tout cela, ce monopole du pouvoir, cet arbitraire, ce gouvernement par la terreur, très intéressant. Alors parlons-en un peu. Je dirais, ce management par la peur ou par la terreur, c'est une obligation, c'est indissociable du totalitarisme, c'est une des bases. Parce qu'encore une fois, la méthode d'instauration du totalitarisme et de son maintien, c'est le harcèlement. Et le harcèlement ne peut fonctionner qu'à l'addition de chocs traumatiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? C'est donner le sentiment à quelqu'un que son intégrité ou l'intégrité d'autrui est en danger immédiat. Oui. Et à partir de là, effectivement, vous prenez le pouvoir sur quelqu'un. Parce que la peur, ou plus amplement la terreur, entraîne des réactions stéréotypées. C'est pas moi qui dis, c'est Arthur Koestler. Et ces réactions stéréotypées, vous les contrôlez. Et donc, mettre quelqu'un sous terreur, alors ce n'est pas une terreur forcément permanente, et c'est ce que j'explique dans le livre, il peut y avoir des périodes d'accalmie, de façon à ce que la personne l'individu relâche la tension, d'attention et de précaution, et de nouveau, il subira un choc, on lui fera subir un autre choc traumatique qui va, nous on parle d'effraction, c'est-à-dire c'est comme un cambriolage de notre maison psychique. Et effectivement, maintenir quelqu'un sous la peur, c'est la meilleure façon de le soumettre. Oui, voilà. De le soumettre, oui. C'est-à-dire qu'il a peur, donc il va se ranger, il ne dira plus rien, il ne réagira pas, et il sera en sidération plus ou moins permanente, quoi. Ça. Voilà, une sidération, pour expliquer aux gens, c'est tout simplement être, pour prendre un mot commun, c'est être scotché. C'est-à-dire qu'on justement, on n'arrive plus à réfléchir et on n'est plus dans une aptitude à la rationalité, c'est-à-dire à réfléchir aux événements qui nous arrivent, à les mettre en débat d'ailleurs, etc. Donc la peur entraîne des réactions stéréotypées. Et dans les réactions stéréotypées, il y a la crispation et la radicalisation. Et quand on a peur, on cherche un groupe d'appartenance qui va nous protéger. Ça peut être aussi un communautarisme de type grégaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des instincts grégaires de protection dans des groupes pour ne plus assumer son individualité et donc sa responsabilité individuelle au passage aussi. Oui. Alors justement, cette responsabilité, cette agrégation, cette désagrégation plutôt que vous dites. Est-ce que à l'aune, je voudrais avoir votre ressenti parce que j'ai beaucoup pensé à ça évidemment en lisant votre livre. À l'aune du Covid, ce qui s'est passé, pas seulement en France, dans je dirais plusieurs parties du monde. Est-ce que ça a été ça? Est-ce qu'on a été scotché? Et justement, on a réagi en grégaire, en entendant du matin au soir et du soir au matin ce que nous entendions effectivement. Vous savez, les modélisateurs, on aura 50 millions de morts si vous ne faites pas ça, etc. Eh bien, vous êtes fichu, quoi. Est-ce que c'est un des éléments qui pourrait s'appliquer, sans généraliser, à une des dimensions du totalitarisme? Oui, absolument. J'en avais déjà parlé dans le débat interdit, et vous aviez reçu Vincent Pavant, dont le sous-titre était « Langage, Covid et totalitarisme ». Alors, j'en avais parlé du point de vue du détournement, notamment de la langue, qui fait partie justement de l'instauration de ce totalitarisme. Mais il est évident que il y a eu dans les mécanismes et dans les processus une sorte de prise de pouvoir effectivement totalitaire, alors qui peut être liée de façon totalement bien intentionnée. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions et c'est là qu'on voit le problème. Mais il est certain que la population a été frisée. On lui a simplement expliqué qu'il y avait une menace extrêmement forte de de danger de mort. Ensuite, on a proposé différents types de protocoles. Et ces protocoles sont très intéressants à observer du point de vue, justement, sous l'angle totalitaire, puisque ce sont des sortes de rituels
dans lesquels il n'y a pas besoin de réflexion. On ne réfléchit pas, on applique les protocoles. Et ces rituels rassurent en fait la population, puisque elle a l'impression de conjurer le mal par le protocole. Les gestes barrières, le masque, etc. etc. Voilà, différents types de protocolisation et de contrôle, bien sûr, et de flicage de la population. Mais il y a surtout, et je pense que c'était le sens. Alors, sur le débat interdit, c'était vraiment concentré sur ça. Bien sûr, je reprends des exemples dans ce livre, mais pas que. Il y a surtout le débat interdit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un pouvoir prend un prisme et l'impose comme seule possibilité de penser une situation, on a un problème. C'est-à-dire que, et c'est là que se crée l'idéologie qui est nécessaire à la pérennisation du pouvoir totalitaire, qui est en fait une croyance délirante, qui n'a pas de lien avec la vérité logique, qui n'a pas de lien avec la réalité de l'expérience, mais qu'on impose comme un dogme qui ne peut être contesté. Donc il y a une confiscation de la science. On sait que la science, c'est le lieu du débat, c'est justement pas le lieu du consensus. Et à cette seule condition que c'est une science, sinon on est dans un dogmatisme ou un fanatisme religieux. Oui, la vérité révélée. Voilà. Donc, on voit bien que la contestation a été durement calomniée et durement censurée. Donc, c'est la même chose pour d'autres idéologies, parce qu'il y a un kaléidoscope idéologique aujourd'hui où il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. C'est clair. Par contre, on repère l'idéologie à la modification de la langue. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, vous parlez beaucoup de la langue dans votre livre, d'ailleurs, dans le livre, là. Oui. Voilà, parce que si on commence à être dans la confusion sur les mots, si on a différents types de néologismes, donc sur effectivement ce qui s'est passé pour le Covid, nous avons été inondés par exemple de vocabulaire technique, d'experts médicaux auxquels personne ne comprenait rien en fait dans la population. Et j'avais relevé, je crois, une soixantaine de nouvelles expressions. Donc tout ceci modifie notre rapport à l'expérience que nous vivons. Et dans cette idéologie, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où elle est dominante, eh bien, il s'agit de l'imposer, c'est-à-dire non seulement l'imposer aux esprits, mais faire en sorte qu'elle advienne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit par de grands auteurs du totalitarisme. Et je voudrais Oui, allez-y. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas se regarder l'expérience. On ne va pas, à aucun moment, on va faire un bilan en disant, bon, voyons voir si la politique que nous menons est efficace, par exemple. Quel est le retour de l'expérience? À aucun moment, on va faire ce genre de bilan. À aucun moment, on va faire cette rétrospection pour ajuster, par exemple, une politique qui serait partie dans le mauvais chemin. Pas d'esprit critique et encore moins d'autocritique. Jamais, c'est ça. Jamais. Jamais de contestation. Jamais de contestation. Alors justement, j'ai relevé dans votre livre, vous reparlez d'un autre livre de vous, Psychopathologie de la paranoïa, et vous dites ceci, et je cite parce que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a vécu. Dans la projection, il est fort probable que nous ayons affaire à une culpabilité réelle qui entraîne un sentiment de culpabilité insupportable et non pas une culpabilité fictive. L'idéologie totalitaire propose aussi la projection en désignant les coupables à éliminer parmi les innocents par la qualification de sous-citoyens, les mauvais citoyens désobéissants. La survie psychique y conduit nombre d'individus. Et quand vous dites sous-citoyen, Ariane Bilran, et mauvais citoyen désobéissant, ça nous rappelle le fameux « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés » et quand on est citoyen, vraiment, on est responsable. Parole du président de la République aux Parisiens. Oui, c'est surtout, les sous-citoyens, c'est ceux qui n'ont plus accès à leurs droits. C'est-à-dire, normalement, il y a des droits inaliénables pour l'être humain, que d'ailleurs le code pénal est censé protéger. Oui. Et on a bien vu qu'il y a des catégories de citoyens qui, tout d'un coup, n'avaient plus accès à leurs droits parce qu'ils refusaient de subir l'injection. Donc, il y a eu des suspensions de droits. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'idéologie totalitaire, elle est toujours là pour légitimer le sacrifice, d'une part,
et le sacrifice d'innocents dans la population. Donc, il va falloir construire cette légitimation. Sacrifice d'innocents, vous voulez dire quelque part bouc émissaire ou pas? Tout à fait. Alors, la caractéristique du bouc émissaire, c'est qu'il doit être le plus innocent possible. C'est lui qui, dans la tradition, porte tous les péchés d'autrui. Donc, ça figure peut-être, par exemple, l'agneau, l'enfant, c'est-à-dire celui qui est le plus innocent possible et qui va donc porter les péchés de l'ensemble du reste de la population, qui d'ailleurs l'invoque toujours au nom de la bien-pensance, c'est-à-dire qu'il y a toujours des masques de la vertu pour invoquer le sacrifice qui n'est pas légitime d'innocents. Donc ce sont des mécanismes et des processus de type totalitaire. On va continuer d'en parler, Ariane Bilran, juste après cette petite pause. On se retrouve dans quelques minutes pour inventorier la psychopathologie du totalitarisme. À tout de suite. Avec Ariane Bilran et avec vous au 0826 300 300. On prend vos appels. 0826 300 300. Emmanuel vous entend au standard. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est la question que pose Ariane Bilran dans son livre, un livre majeur, Psychopathologie du totalitarisme. Alors, justement, Ariane Bilran, allons un peu du côté de comment dirais-je, cette espèce on voit d'enrégimentation, évidemment, contre le mal, puisque nous sommes le camp du bien, nous pouvoir, donc on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc on va prendre tous les moyens, justement, et je voudrais qu'on continue cet inventaire, qu'ils soient psychiques, les moyens psychiques, les moyens, je dirais, judiciaires ou législatifs, d'assurer une masse homogène et passive, comme vous le dites, et puis évidemment l'annihilation des opposants, parce que ça suffit comme ça. Alors, est-ce que on a parlé d'un certain nombre, effectivement, d'actions de ce totalitarisme? Et est-ce qu'il y a au fond, alors évidemment, c'est évidemment pas un complot, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de gens, en fait, que ce soit dans les siècles passés ou le siècle présent, qui disent oui, mais écoutez, il y a 20% de la population qui compte, le reste ne compte pas, donc il faut simplement qu'il reste calme, et donc on va s'envoyer par tous les moyens à ce qu'il reste calme et même, je dirais, prostré, etc. Est-ce que en fait, quels sont ces moyens? On en a parlé de quelques-uns, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a deux questions dans la question. Je vais pour la première et puis après à la deuxième. D'accord. Je crois, la philosophie politique, elle a toujours pensé que le pouvoir complote. Ce n'est pas du tout nouveau. Pourquoi? Parce que quand on accède au pouvoir, on a tout simplement envie de s'y maintenir. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Platon disait qu'il fallait mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas envie du pouvoir, parce qu'on a moins de chances qu'ils aient la passion du pouvoir ou qu'ils la nourrissent. Voilà. Et donc, quand on veut rester au pouvoir, eh bien, le danger, premièrement, c'est la confiscation des privilèges, donc un déséquilibre avec le reste du peuple, et donc on pourrait se sentir tout à fait en danger par ce peuple-là. Ça, c'est vraiment les passions humaines, la nature humaine, et donc c'est la nécessité de l'instauration des contre-pouvoirs. Alors évidemment, quand les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus, ce qui est à mon avis le cas aujourd'hui, nous avons un déséquilibre de plus en plus croissant, et donc il n'y a plus de limite. C'est le cas aujourd'hui chez nous, Ariane Bilran. Les contre-pouvoirs, effectivement, ne sont plus ce qui est absolument nécessaire, ne tiennent plus le coup, enfin ne sont plus assez puissants ou assez actifs pour réagir, quoi. Oui, et il y a aussi dans la dérive totalitaire, il y a la confiscation du droit. C'est-à-dire que le fameux état d'exception qui aujourd'hui est devenu état de menace, j'ai écrit un article pour l'Antipresse là récemment sur la loi de programmation militaire avec cette nouvelle notion d'état de menace. C'est-à-dire qu'en fait la menace étant permanente, le droit est annulé.
Or, le principe du droit, c'est de faire médiatisation dans une société, encore une fois, de faire autorité, à la fois symbolique et réelle. Hein. Donc, effectivement, la justice doit être opérationnelle. Mais il y a une confiscation de cette sphère du droit, on le voit hein, avec les 49.3, etc. Donc, cette sphère de médiatisation du droit, en étant confisquée, augmente hein, ce contrôle et ce déséquilibre. Et donc, dans les moyens, il y a celui-ci, il y a la confiscation du droit par notamment le gouvernement par décret ou par un droit qui ne... Par 49.3, par exemple. C'est pas... Par exemple, tout à fait. Donc, encore une fois, l'annulation du débat. Hein, le débat. Donc, quand il n'y a plus de débat, il n'y a que de la polémique. Hein, c'est-à-dire chacun campe sur ses positions. Et c'est le meilleur ferment, comme disait Thucydide, historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, meilleur ferment de la guerre civile. Hein, c'est-à-dire que quand il n'y a plus des espaces tiers de débat, de pouvoir et de contre-pouvoir qui s'équilibrent, eh bien, on est dans quelque chose où chacun va camper sur ses positions de façon de plus en plus radicale. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que pour le philosophe politique traditionnel, le pouvoir a une tendance pathologique à comploter. Ça, c'est clair. Pour se maintenir au pouvoir, absolument. Pour se maintenir et l'augmenter, d'ailleurs, oui, tout à fait. Et l'augmenter. Et ça, c'est la nature humaine. Donc, il a trouvé tous les moyens et toutes les stratégies pour soumettre les peuples. Donc, dans les stratégies pour soumettre les peuples, on a parlé de la terreur, mais on a parlé de l'idéologie, c'est-à-dire le fait de faire ériger une sorte de vérité suprême qui ne serait pas contestable. On a parlé de l'annulation de l'opposition, mais on peut parler d'endoctrinement et de manipulation de masse, bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit surtout de faire en sorte que il y ait un collage émotionnel à ce pouvoir, que ce pouvoir devienne, entre guillemets, indispensable. Donc, pour qu'il devienne indispensable, il faut aussi qu'il se présente comme sauveur de solutions plus ou moins, de problèmes plus ou moins chaotiques qu'il aurait d'ailleurs souvent contribué à créer. Ceci n'est pas nouveau non plus. Je crée le problème et la solution, voilà. C'est ça. Et donc... Et donc, on est dans un entraînement de plus en plus grand vers ce que j'ai appelé la régression psychique, c'est-à-dire il faut réussir à légitimer l'idée que l'être humain peut être sacrifiable, hein, qu'on peut le sacrifier. Et ensuite, ce qui est très spécifique au pouvoir totalitaire, je parle d'un délire de persécution, hein, c'est pour ça qu'il y a un rapport avec la paranoïa, hein, c'est un délire d'interprétation, on va interpréter des signes, ensuite on va en créer un délire de persécution, mais la persécution, elle est arbitraire, c'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, elle peut concerner des opposants ou des gens, des opposants politiques, ou des gens qui dérangent, mais ensuite elle va s'étendre à l'ensemble de la population, et on peut dire que c'est un système, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un pouvoir avec une population, c'est un système global dans lequel tout le monde va plus ou moins être entraîné, et c'est ce que j'analyse, pour créer non pas une société où respirable, où le lien commun, c'est quand même un lien a priori de bienveillance, ça devient un lien de la haine de tous contre tous, de la méfiance de tous contre tous, de l'encouragement à la délation. Et tout ceci, ce ferment de haine ne peut amener, comme je l'ai déjà dit depuis 2020, qu'à des phénomènes de guerre, et en particulier de guerre civile. Tout ça, c'est le terreau. C'est-à-dire qu'à force de ne plus avoir de débat, à force de confisquer la langue, d'en faire cette fameuse novlangue dont parlait la Newspeak, dont parlait Orwell, bien sûr. eh bien, on n'a plus les mots pour penser, on n'a plus les espaces pour discuter, et donc on est de plus en plus dans des phénomènes de radicalisation et donc de prosélytisme aussi, mutuel. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Ariane Bilran, est-ce que vous considérez aujourd'hui, pas seulement en France, vous vivez en ce moment à l'étranger, mais un peu partout, est-ce que vous considérez que quand même, on a l'impression qu'on a à un moment donné, effectivement, on n'a pas parlé du woke et de la cancel culture, on pourrait en parler aussi, qui illustrerait
très très bien les tentations que vous décrivez dans votre livre, mais est-ce que il y a quand même, on sent en tout cas, je ne dis pas un retour de balancier, mais un esprit critique, et heureusement, enfin, vous en êtes la preuve vivante, mais il y en a heureusement beaucoup, en tout cas, qui consiste à essayer de se dire, mais attendez, il faut quand même réagir à cela, et on le voit, nous on le sent parmi les gens qui nous écrivent et qui nous écoutent. Il y a en tout cas, sans être d'un optimisme béat, ça bouge un peu. Enfin, l'esprit critique est encore là, quoi. La liberté, heureusement, disons. Mais heureusement. Heureusement. Simplement, donc Vera Charab dans la préface insiste bien sur le très très grand danger et contre lequel il voit qu'il est tout à fait difficile de résister, c'est la numérisation croissante de nos existences et donc le contrôle numérique de nos existences. Et par qui, c'est encore toute la question. Hein. Donc il y a ce type d'esclavage numérique qui qui joue un rôle non négligeable dans cette... oui, tout à fait. Alors justement, vous parliez de ça. Je voudrais que vous me disiez, et justement peut-être avec des exemples, dans votre livre, vous avez une phrase qui m'a frappé, j'aimerais que vous précisiez un peu. Vous dites, dans le projet totalitaire, le paranoïaque définit la stratégie quand le pervers déploie la tactique. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette démarche, cette mécanique ? Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup vulgarisé la notion de pervers narcissique, mais parfois pour la confondre avec d'autres types de pathologies. Ouais. Alors, je voudrais déjà en préambule dire qu'on ne naît pas, hein, ce n'est pas quelque chose de génétique, c'est une construction ou une déconstruction ou une mauvaise construction psychologique qui d'ailleurs, et je l'explique dans mon livre, peut finalement concerner tout le monde par le phénomène de régression. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri, dans certaines circonstances, de devenir fou, donc paranoïaque ou schizophrène. Et nul d'entre nous n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, et c'est précisément en raison de tous les chocs psychologiques que nous pourrions recevoir. Donc la perversion, elle se caractérise par l'instrumentalisation de l'autre, c'est-à-dire j'utilise l'autre à mon propre profit, et après je le jette. On pourrait le décrire assez facilement comme cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie, mais il y a un intérêt. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'intérêt, je ne vais pas aller utiliser l'autre ou l'instrumentaliser. Absolument. Donc là, on est dans cette fameuse aliénation du sujet. C'est-à-dire si j'ai besoin de pressuriser tous mes salariés dans mon entreprise, et peu importe les conséquences psychologiques sur eux, mais parce que j'ai besoin de rendement immédiat, bien sûr, ça c'est un raisonnement pervers. Donc la perversion, elle est là pour déconstruire les liens entre les gens. Ça a été beaucoup étudié en psychopathologie des groupes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu qui peut avoir, par exemple, qui rentre dans une entreprise et rentre dans un groupe, c'est quelqu'un de très opportuniste qui est sans foi ni loi, et il peut être tout à fait en mesure de déconstruire les liens dans le groupe, et de semer de la division, par exemple, à son propre intérêt. Tout à fait. Donc là, la question, c'est comment le groupe va réagir. C'est là où, si le groupe est suffisamment solide et construit, l'individu pervers ne parviendra pas à ses fins. C'est sûr, c'est une métastase, c'est quelque part une métastase cancérigène, enfin dans le groupe, quoi. Mais justement, alors ça c'est la tactique. Et alors la stratégie, le paranoïaque. Voilà. J'ai donc bien expliqué comment le moment totalitaire était un moment de type paranoïaque. La paranoïa, c'est une psychose. Donc il y a un déni de réalité, c'est-à-dire que la réalité n'est pas reconnue telle qu'elle est en fait, et elle fonctionne au délire. C'est ça. Mais c'est un délire qu'on a appelé folie résonante, c'est-à-dire que ça n'a pas l'apparence d'un délire. Et même les professionnels se font avoir par des délires paranoïaques parce que c'est extrêmement manipulateur. Bien sûr. Et ça a l'apparence de la raison. Donc quand vous écoutez, c'est un délire de perception. La personne va vous expliquer que son voisin, etc., il a fait ceci, il a fait cela. Si vous n'avez pas le son de cloche du voisin, vous pouvez totalement vous laisser absorber dans ce délire. Et la paranoïa a pour spécificité
d'être une pathologie du contrôle et une pathologie du plan quinquennal, hein, c'est-à-dire de l'organisation de la société à 10 ans, à 30 ans, à 50 ans, à sa façon, hein, et à la façon du contrôle absolu. Et on le voit pour les rares paranoïaques qui arrivent en psychiatrie, donc toujours des grands plans de réforme de la société à 30 ans, à 50 ans. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le système totalitaire, c'est l'alliance de différentes pathologies au pouvoir. Je parle aussi des psychopathes. Et que cette alliance, c'est-à-dire quand les fous accèdent au pouvoir, par imitation dans la population et par tous ces processus qu'ils vont transmettre, parce qu'on sait que la paranoïa est une pathologie contagieuse, hein, je vais parler de contagion délirante en 2010, c'est un terme qui est créé parce que... Ce qui est intéressant, Ariane Bilran, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, c'est ça, on va construire l'homme nouveau, hein, on va faire table rase, vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, et je ne sais qui a dit, au fond, le totalitarisme, encore une fois en schématisant, mais c'est la formule, les fous ont pris le contrôle de l'asile, ils ont pris le pouvoir. Absolument. Et donc ils psychiatriseront ceux qui ne le sont pas. Donc, comme on l'a vu dans tous les systèmes totalitaires, parce que par projection, hein, ce qui est un mécanisme, c'est d'attribuer à l'autre son propre problème, pour résumer très simplement, bien évidemment vont être désignés fous ceux qui sont sains d'esprit, et les fous vont donner leur mode d'emploi, leur vision du monde au pouvoir. Mais ce qui est très 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 important, c'est cette notion de contagion délirante qui explique pour les gens, pour leur dire simplement, les endoctrinements sectaires, les fanatismes de tout poil qui marchent très très fort. Oui, il marche on le voit en ce moment, hein, les intégrismes de tout acabit. Ariane Bilran, on se retrouve avec nos auditeurs juste après cette dernière petite pause de 2 minutes. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler aujourd'hui, 0826 300 300, tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Ariane Bilran qui vient nous présenter son livre Psychopathologie du totalitarisme. Et nous sommes avec Jérôme qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, voilà, je vous appelle, en fait, j'apporte pas de la réflexion, mais plutôt de la réaction. Allez-y. Parce que j'écoutais votre émission d'une oreille distraite, et puis j'ai entendu juste avant aux informations que ils interdisaient, ils allaient élargir les lieux publics pour l'interdiction de fumer. Alors je mets de suite, je suis pas fumeur, mais par contre je suis d'une culture plage. J'habite dans la région bordelaise, plus près de la plage, et dès qu'on a un moment de libre pour aller se détendre, on va à la plage, c'est vraiment la culture du coin. Ouais. Et je me dis, mais ils sont devenus fous parce que c'est des milliers de gens qui vont à la plage, des centaines, des milliers, qui prennent du bon temps. Moi, je fume pas, mais ça me dérange pas. Les gens maintenant, en plein air, des années, jettent leur mégot. Et ça me sidère, je trouve ça. Alors, je voulais demander à Madame Billéran dans quel cadre ça rentrait. Dans cette tendance totalitaire, parce que je me dis, mais comment ils vont pouvoir observer tous les gens et les épier pour... Est-ce qu'ils vont mettre des flics sur des plages qui sont des flics à chaque coin de fumée? Ouais, c'est intéressant. Des drones, des caméras partout. Enfin, je me dis, mais ils sont devenus fous. Jérôme, c'est bien. Alors, Ariane Bilran, justement, propose exemple concret, extension du champ des possibles de l'interdiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi je suis fumeuse et donc trêve de plaisanterie, je pense que ça fait partie effectivement d'un mouvement de contrôle de tous les mouvements des citoyens qui sont d'ailleurs des tentatives de contrôle de plus en plus fines et parfois assez folles. Hein, mais c'est ça, c'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire d'empêcher les gens de fumer en plein air, quoi? Oui, l'intériorisation
il faut que l'individu intériorise ce contrôle permanent sur la vie de son corps et ses faits et gestes. Et surtout, on voit que c'est le contrôle, encore une fois, de façon plus générale, de l'espace public. Donc, oui, il n'y a pas que sur ce phénomène-là, mais il y a des unités de contrôle. C'est intéressant, c'est-à-dire en fait le pouvoir veut étendre son contrôle le plus possible, quoi, que ce soit sur un plan spatial, mental ou psychologique. Je veux dire, c'est l'extension. Et souvent de façon absurde. Voilà. C'est aussi l'absurdité fait partie des processus parce que ça devient non pensable. Ubu-Roi et le rhinocéros, oui, absolument. Oui, c'était le plan anti-tabac présenté par Aurélien Rousseau et le paquet de cigarettes d'ailleurs montera à 12 € à partir du 1er janvier 2024. On a Guy de Ponto-Combo. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. On vous écoute, bonjour Guy. Madame Bileron. Voilà, en préambule, d'abord, je voudrais savoir où en est l'homme libre et de bonnes mœurs de la démocratie grecque. Parce que c'est le point de départ de tout ça. C'est le point de départ. Les dictatures du XXe siècle ont voulu créer un homme nouveau par la force. Ceux qui nous dirigent actuellement, ils veulent nous asservir par la fourberie. Et ça sera un peu plus long. On voit bien à travers de toutes les discussions, au travers des médias, au travers de plein de choses. Oui, Sous le pseudo de démocratie, ceux qui nous gouvernent veulent conserver le pouvoir comme autant des seigneuries et des baronnies. Et ils nous prennent pour des vilains, pour des manants. Et ça ne peut plus. Ça ne peut plus aller vu que les informations circulent beaucoup plus vite. Donc les gens ont le temps de se former, de s'informer. Oui, c'est vrai. Oui, allez-y. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est les dictatures. On oppose toujours dictature et démocratie. Les dictatures arrivent quand les démocraties ne peuvent plus faire leur travail, quand elles sont à bout de souffle. Et les démocraties, mis à part la démocratie communiste, bien sûr, mais les démocraties de droite n'ont duré que 20 ou 30 ans. Ensuite, le pouvoir est revenu à la démocratie. Exemple, Italie, Espagne. Et même Allemagne, d'ailleurs, on pourrait dire. Et même Allemagne. Alors, Ariane Bileran, effectivement, où il est l'homme libre des démocraties athéniennes, demandait Guy. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est effectivement plutôt une fourberie, enfin vous l'avez expliqué, vous avez donné tout le reste, mais disons ce que Guy appelle la fourberie. Alors, je crois que ce qui est important dans ce que Guy a dit et que je retiens, c'est l'homme libre et de bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous n'avons pas suffisamment d'hommes qui aspirent à la liberté et qui sont de bonnes mœurs, la société ne tient pas. Ça, c'est un premier fait. Je crois qu'il faut faire attention à l'idéalisation de la démocratie athénienne qui est donc un tout petit temps et concernait 48 000 citoyens, le reste étant des métèques ou des esclaves. Il ne faut pas oublier ça. Non, c'est vrai. Ce qui me paraît aussi un point important, c'est quel type de gouvernement quand il y a des grandes populations. Parce qu'encore une fois, ce qui est valable pour 40 000 citoyens n'est certainement pas valable pour des millions. Donc, ou des dizaines de millions. Comment des contre-pouvoirs qui fonctionnent il y a une confiscation. De toute façon, cette confiscation, on l'a vu au travers de la confiscation du droit. Ça, j'en ai parlé. Il y a une confiscation très claire du droit du peuple à disposer de lui-même. Ça, c'est clair et net. Et donc, des droits de l'individu à disposer de lui-même. Donc, est-ce qu'un jour, parce qu'on arrive effectivement en fin d'émission, juste un mot, Ariane Bileran, encore une fois, vraiment, je recommande ce livre. Ce livre est important. Il faut prendre le temps de le lire et de réfléchir, parce qu'au fond, la liberté qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, Ariane Bileran, la liberté, quand même. Oui, c'est-à-dire que renoncer à son aspiration à la liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est Rousseau, mais c'est extrêmement important de redéfinir
nos valeurs, redéfinir nos valeurs en tant qu'être humain, en tant que qui sont les autres êtres humains et quelles sont les valeurs collectives auxquelles nous souscrivons ensemble. Et on voit bien que nous sommes dans une crise fondamentale à ce niveau-là. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, ça va vraiment orchestré. Tout à fait. Et vous nous aidez à les redéfinir, Ariane Bilran. Merci. Je rappelle, Esteban. On rappelle ce livre, Psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est disponible aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup, Ariane Bilran, d'avoir été avec nous. Merci à Thibaut et Emmanuel qui ont assuré la réalisation technique. Merci André Berkoff. On se retrouve demain à partir de midi jusqu'à 14h, comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.